bonjour à toutes et à tous. On va vous parler du coup de la nouvelle norme Machine Learning et Data Analytics. Donc, comme disait Joy, je m'appelle Francis Laurent, je suis Senior Solution Architect chez AWS. Donc j'ai pas mal travaillé, comme Joy le disait, sur des problématiques data. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, pour lequel j'ai une appétence toute particulière. Et je suis heureux du coup d'être en compagnie de Stéphane du coup aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Ouais, merci Francis. Donc, bonjour à tous. Moi je suis Stéphane Enten. Donc pareil, un parcours technique, toujours dans des startups. Évidemment au plus près de ces sujets-là, évidemment, construire des stacks, gérer de la donnée, c'est le quotidien. Moi j'ai donc un parcours avec des profils des rôles type VP Engineering ou CTO dans des startups, et à côté en fait je suis advisor dans certaines boîtes plus early stage, et donc j'essaie de vous partager un petit peu l'expérience justement de une société qui a grossi et de qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon quand on démarre. Alors, on part d'un constat au quotidien, c'est que nos clients veulent de plus en plus obtenir de la valeur de leurs données. Premièrement, on se rend compte que plus le temps passe et plus la donnée a tendance à croître de façon exponentielle, et surtout qu'on a des nouvelles sources de données qui apparaissent de toutes parts, et aussi des données qui sont de plus en plus diverses. Par exemple, on utilise de plus en plus des fichiers audio, des photos, des PDF. Il y a une époque, c'était des données qu'on n'avait pas eu tout tendance à utiliser, et j'aimerais bien justement avoir ton retour là-dessus, Stéphane. Oui, je suis assez d'accord. En fait, avant, c'était assez simple, hein. Toutes les données étaient au même endroit, elles avaient le même format, on savait les traiter, en gros, y accéder de la même manière. Là, aujourd'hui, c'est des formats et des supports différents, et surtout, moi, je trouve elles sont plus éparpillées. C'est-à-dire que quand on démarre une boîte, on a un écosystème, généralement, d'outils et de produits qu'on utilise. On ne peut plus considérer qu'on a juste son système d'information. Donc, il faut vraiment penser en fait, à une posture un peu plus d'agrégateur de tout ça et d'aller les chercher là où elles sont, là où on les produit, pour s'en servir. Aussi, on se rend compte que la donnée n'est plus quelque chose qui est réservé uniquement aux statisticiens, aux analystes, mais qui est utilisé de plus en plus par différents corps de métier. Je pense notamment aux équipes produits, par exemple, pour analyser la qualité de certaines features qui ont été lancées. Je pense aussi, par exemple, aux services clients qui vont se rendre compte de la qualité, par exemple, des appels, des services qui ont été rendus, ou encore aux équipes techniques qui vont regarder des logs, qui vont se rendre compte si des services répondent en tout cas avec une certaine qualité de service, certaine latence. Aussi, on voit que des applications comme par exemple des outils CRM de plus en plus utilisent des données pour avoir l'audience qui est la plus pertinente. Donc on voit vraiment que la donnée est quelque chose qui est de plus en plus transverse, qui est utilisé dans tout le cycle de l'entreprise. Et je voulais justement avoir ton retour là-dessus, Stéphane. Oui, je suis assez d'accord. En fait, aujourd'hui, c'est plus le périmètre, on va dire, de spécialistes. Toutes les équipes ont besoin d'accès aux données. Donc pour moi, je noterais que surtout, elle devient de plus en plus temps réel. On a envie d'avoir les signaux tout de suite. C'est vraiment des drivers pour son business. On n'a pas envie d'attendre longtemps que quelqu'un nous prépare des rapports. Donc c'est beaucoup plus self-service. Et le deuxième pan, moi, je trouve qu'il devient vraiment partout, c'est qu'on veut prédire ce qui va se passer avec maintenant. Donc ça, on le voit aussi de plus en plus. Et c'est vrai qu'on voit un essor tout particulier justement du machine learning qui est apparu, notamment Stéphane avec les modèles prédictifs. Ouais, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, c'est un peu donc voilà, on a appelé ça la nouvelle norme. Ça devient vraiment très courant. Tous les produits que vous utilisez, ils utilisent ce genre de modèles prédictifs. Ils savent dire quels produits vont vous intéresser, qu'est-ce que vous allez consommer comme contenu, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Et donc ça se fait avec évidemment de la donnée comme source. Alors, à présent, j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup de JSmack. Peut-être que tout le monde ne connaît pas la société. J'aimerais bien que tu en parles, Stéphane. Donc JSmack, c'est une société dans la creator economy. Concrètement, nous, on travaille avec les créateurs de contenu et on les aide à scaler d'une manière générale. Plus d'audience, plus de revenus, du coup, évidemment. On les aide aussi à se diversifier, pas dépendre d'une seule plateforme, pas descendre d'une seule source de revenus. Et donc, pour faire ça, on leur apporte un certain nombre de services, certains très technologiques, entre guillemets. Donc, on les aide à encoder des vidéos automatiquement d'une plateforme à une autre, à choisir la meilleure édition de vidéo, par exemple, pour qu'elle performe. Il y a des services qui sont plus de la recommandation de stratégie, parce que en fait, une vidéo, il faut choisir le bon sujet au bon moment, sur les bonnes tendances, par exemple. Et donc ça, on les aide justement à choisir un petit peu ces axes-là. On expliquera comment. Et aujourd'hui, on a aussi des services financiers. En fait, comme d'autres, on investit dans les créateurs, c'est-à-dire qu'on les finance
pour qu'ils produisent plus de contenu. On leur achète en avance certaines de leurs vidéos, ou alors on leur rachète justement on va dire des parties de leur catalogue pour les monétiser. Et est-ce que Stéphane, tu pourrais nous en dire plus sur l'utilisation justement de la data chez GLSmack? Oui, bien sûr. Donc pour faire ça, évidemment, le nerf de la guerre, hein, c'est la donnée. Nous, on dit que c'est notre unfair advantage. En gros, l'historique qu'on a en fait sur les vues, sur les audiences, sur les revenus aussi des channels et des vidéos. Donc on parle de centaines de millions de vidéos qu'on surveille, voilà, et dont on a des métriques depuis très longtemps. Et en fait, qui permet justement d'avoir un accès aux tendances, à ce qui fonctionne, à ce qui ne fonctionne pas, justement savoir faire des expérimentations. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre matière première. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous êtes structuré d'un point de vue équipe data chez vous? Oui, bien sûr. Donc nous, voilà, c'est quelques étapes plus tard, hein, par rapport à quand vous montez une boîte. GLSmack, c'est quelques milliers de personnes. L'équipe tech, c'est 250 personnes environ. Et la data, ça doit être 80 personnes, je pense, suivant les profils. Donc à ces échelles, on se spécialise. On a des profils très spécialisés, des data engineers, des machine learning engineers, des profils plus analystes, qui sont plus des business analysts. On a plein de profils de data science, justement, qui font les modèles, qui font de la recherche. Pour que ça marche, il faut aussi toute une partie data quality, des data stewards, des gens qui savent justement d'où viennent quelle partie de la donnée. Donc voilà, c'est à l'échelle, comme on dit. Alors, toutes les entreprises n'ont pas du coup autant de personnes, des équipes data aussi structurées et grosses. Du coup, on va voir un petit peu quels sont, selon nous, un peu notre feedback justement sur les différents challenges lorsqu'on construit en fait dès le départ en fait une plateforme analytics data. Et la première question qu'il est légitime de se poser, c'est finalement quelles données collecter. Et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, Stéphane. Ouais, c'est vrai que c'est un des gros sujets quand on commence. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte justement de toutes les données brutes et de tous les signaux qu'on génère. Quand on est en listage, on utilise des produits à droite à gauche. Et en fait, ils génèrent tous des signaux qu'on peut utiliser dans son business. Donc en fait, moi je serais assez radical, je dirais qu'il faut tout garder. Il faut vraiment historiser en fait assez tôt pour la bonne et simple raison qu'on ne sait pas quels signaux ou quelles métriques vont être intéressantes après dans son business. Évidemment, il faut trouver des solutions pour historiser tout ça, mais au début, on ne sait pas en fait ce qui va être un gros driver de son business. Est-ce que c'est une feature qui va être super utilisée dans son produit ou pas? Est-ce que plus tard dans la vie de la société, quand vous allez lever des fonds par exemple, qu'est-ce que vont vous demander les investisseurs? Et là, vous êtes bien content d'avoir quelques années d'historique pour pouvoir faire du reporting, parce que sinon, voilà, les cases sont un petit peu vides dans les fichiers. Et donc, c'est important de garder voilà, des données. Alors, le plus brut possible, mais bon, même agrégé, je trouve que c'est important de garder de l'historique, parce qu'au début, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'un accident, qu'est-ce qu'une tendance. Et donc, c'est important de connaître en fait la normalité de la vie de son produit ou de son business. Pour voir si on est exposé aux saisonnalités, pour voir voilà, ce qui peut influer, on va dire, sur le business. Et donc voilà, donc aujourd'hui, il y a plein de signaux partout. Il y en a dans les produits SaaS que vous utilisez. Si vous êtes déjà sur une infra type AWS, il y a des signaux d'infrastructure aussi, sur des nombres de requêtes, sur des fichiers posés ou des choses comme ça en fonction de son business. Et tout ça, ça peut être utilisé justement pour orienter les décisions. Aussi, par exemple, un exemple de données qu'on a tendance des fois à sous-estimer, c'est toute la partie versionning. J'entends par rapport à ça, c'est si vraiment vous avez une stratégie de produit avec des coûts, ça peut être intéressant de traquer dans le temps l'évolution de prix. Et souvent, on a tendance à avoir une base avec juste une ligne pour le prix. Du coup, on perd tout cet historique-là qui peut être hyper intéressant pour comprendre justement des variations ou se rendre compte de différents patterns. Alors, on vient de voir quoi collecter. Maintenant, il y a une question qui est légitime qui se pose, c'est comment stocker tout ça. Alors, c'est un constat que j'observe couramment au jour le jour avec les différents acteurs de start-up. C'est qu'on a tendance à voir pas mal de personnes qui vont commencer par stocker toutes leurs données sur des bases relationnelles, transactionnelles, du type PostgreSQL, MySQL pour commencer, pour des raisons de simplicité et flexibilité. Néanmoins, assez rapidement, on va avoir des problèmes dès qu'on va commencer à croître et que les équipes vont commencer à grossir.
Pourquoi? Déjà, dans un premier aspect, car le plus en fait, de données historiques on aura, le plus ça va coûter cher au fil du temps. Et on va finalement avoir une courbe de prix qui va être linéaire, comme on voit en fait sur la gauche, à savoir que le plus on a de données, ben, ça va croître. Et c'est quelque chose qui peut aller justement au détriment du business et qui va peut-être nécessiter justement de devoir scaler juste pour stocker de l'information. A l'inverse, on peut réfléchir à déplacer une certaine partie de ces données, potentiellement vers d'autres systèmes de stockage, typiquement vers un data lake qui serait utilisé avec le service Amazon S3 et qui permettrait un peu de faire une transition en fait, de données, de température, dans la mesure où peut-être certaines informations n'auraient pas besoin d'être accessibles à chaud mais plutôt à froid. Et on se retrouverait du coup avec une courbe de prix qui serait plus linéaire mais plutôt logarithmique comme on peut voir vers la droite. Et donc c'est intéressant d'avoir en tête, en fonction du pattern finalement d'accès à une donnée, de savoir si cette dernière ne serait pas plutôt pertinente pour une autre classe de stockage qui serait moins chère, même si la donnée prendrait un peu plus de temps à être récupérée. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête. Et du coup, ben, voilà cette question. Stéphane, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas stocker tout dans une base relationnelle? Ouais, bah c'est une question qu'on voit souvent effectivement dans les transitions entre on a un début de produit et on veut le scaler. En fait, c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête que tous ces produits de base transactionnelle, ils sont optimisés vraiment pour garantir que ça répond vite, que les données ne sont pas mélangées. Hein, c'est important dans plein de business. Si vous voulez pas réserver la même chambre d'hôtel par exemple à deux clients, ce qui peut être important. Mais pour tout ce qui est analytics, tout ce qui est des requêtes, on va dire de stats, en fait, on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Ce qu'il faut au contraire, c'est que même si c'est un petit peu plus lent, on sache que voilà, ça va toujours marcher sans impacter les performances du système en lui-même. Moi, ce que je vois souvent, en fait, c'est dans des organisations qui maturent un petit peu, qui grossissent. Elles se rendent compte que faire ce changement, c'est-à-dire avoir des solutions spécifiques pour chaque type de données, c'est très compliqué de changer après. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans un système qui a scalé un petit peu, ça coûte assez cher en fait de faire ces transformations. Probablement que vous avez plusieurs systèmes qui doivent se parler, vous avez peut-être des équipes aussi plus ou moins dédiées qu'il va falloir aligner. En gros, on va parler de gros projets de changement. Ça va coûter assez cher. Réalistement, ça ne va pas amener beaucoup de business value, si ce n'est protéger les performances en gros de votre système. Et donc voilà, en général, moi je vais recommander de le faire dès le début. Un petit investissement, ça complexifie un petit peu effectivement certains des systèmes, mais ça vous économise pas mal de problèmes pour la suite. Donc voilà, pour compléter ce que vient de dire Stéphane, vraiment un cas concret, je vois certains clients par exemple stocker des objets versionnés ou des logs directement dans leur base. Souvent, c'est des informations qui n'ont juste besoin d'accéder sans vraiment contrainte, on va dire, de performance, aussi qu'ils doivent garder pour des contraintes légales dans le temps. Et voilà, je vous conseillerais par exemple de ne pas stocker ces types d'informations directement dans votre base de données relationnelle, mais plutôt du coup dans un système comme Amazon S3 qui aussi garantira une durabilité du coup de 11.9. Donc vous aurez aussi une donnée qui sera aussi beaucoup plus durable. Donc vraiment, ayez ça en tête et ça vous évitera du coup potentiellement de devoir scaler à la va-vite juste pour pouvoir accéder à une donnée ou un rapport et du coup un peu repousser le problème. Voilà. Donc vraiment avoir ça en tête dès le départ. Alors, voici du coup, on va rentrer un peu dans un côté technique. Donc là, on peut vous présenter l'architecture du coup data de chez GLSmack. Et donc on voit pas mal du coup d'icônes sur l'écran. Et j'aimerais bien que Stéphane qu'on puisse démystifier un peu tous ces icônes ensemble. Oui, bien sûr, on va expliquer un petit peu. Donc ça, c'est typiquement une stack moderne, entre guillemets, qu'on peut appliquer. Alors nous, on utilise ça, mais je pense que c'est utilisable même relativement early stage. L'idée, c'est un peu de vous montrer à quoi s'attendent justement les équipes une fois qu'elles grandissent et comment ils utilisent tous ces produits-là. Un des aspects, en fait, relativement important, c'est vraiment stratégiquement d'utiliser des produits qui découplent, donc qui en gros ont des comportements autonomes pour les différentes phases qu'on vient de décrire. Donc une partie vraiment qui est comment collecter de la donnée, une partie qui est comment la stocker de façon durable et pas trop chère, on va dire, et une partie qui est comment valoriser cette donnée, donc comment y accéder et créer de la valeur avec. Donc typiquement dans une architecture comme ça, ce qui est important, c'est de créer
une stack justement, donc des choses qui vont ensemble. Là-dessus, on peut décrire un peu les services. Nous, on a choisi de miser notamment sur Kinesis, qui est un bus de messages. Ça permet de construire des architectures en gros basées sur les événements. Concrètement, il y a des services qui publient des événements dedans, et il y en a d'autres qui s'abonnent et qui peuvent déclencher des traitements. C'est des patterns très différents justement de une base de données avec une API ou un service RPC. Donc ça permet d'avoir des petits services chacun de son côté. C'est assez important. Ce qui est important aussi, c'est de se baser pour le coup sur des services managés. Nous, c'est un choix qu'on a fait. Que vous soyez tout seul, très early stage ou une très grosse équipe, vous avez toujours le même problème, c'est que vous voulez vous concentrer sur votre business, pas faire de la plomberie. Donc miser sur des services managés, plus ou moins serverless en l'occurrence, donc il n'y a pas de provisioning à faire, il n'y a pas de scaling et d'administration à faire comme sur une base de données un peu traditionnelle. Et donc là c'est des choix où on dit ok, on va tout envoyer au même endroit, donc que ce soit des données internes produites vraiment par votre produit. Donc nous c'est ce qu'on fait, on a nos applications qui publient justement des données analytiques, des données événementielles. On a un nouveau créateur, on a découvert une vidéo, on a constaté des vues ou des choses comme ça. Et en fait, au même endroit, utiliser des services qui vous intègrent les données externes. Donc pour le coup, on utilise AppFlow, qui est un service d'AWS qui permet d'aller chercher ces données pour vous sur la plupart des produits SaaS, type Salesforce ou Slack ou je ne sais quoi, sans que vous ayez besoin d'avoir un développeur qui a écrit vraiment un connecteur pour ça. Donc c'est très pratique, ça permet surtout de tout ingérer au même endroit, de la même façon, que ce soit une donnée interne ou une donnée externe, et elle rentre grosso modo dans le même processus de traitement. Donc ça c'est la partie vraiment collect, ça permet d'unifier la façon dont on récupère la donnée. Et donc toute cette donnée va finalement se résider dans Amazon S3 pour former du coup un data lake. Est-ce que tu pourrais expliquer, donner une définition un peu de ce qu'est un data lake Oui, c'est vrai que data lake ça peut sembler compliqué. Concrètement, c'est des fichiers de log dans un répertoire. Donc nous, ce qui est assez important, c'est de considérer que tout ce qu'on collecte va en fait être historisé sur S3. S3, c'est le service de stockage objet. C'est un peu la base des architectures cloud native. C'est entre guillemets juste des fichiers qui sont uploadés. Il n'y a pas de contrainte de capacité. On ne doit pas réfléchir à est-ce qu'il y a assez de place ou comment ça marche. On les envoie juste à tel endroit. Et du coup, ça permet après d'avoir justement des choses différenciées en fonction de l'usage qu'on veut faire des données. Donc ça doit être des fichiers, en fait, il y a des systèmes qui permettent de les interroger comme si c'était un peu comme une base de données. Donc par exemple, là on parle d'Athena, qui est le logo que vous voyez en bas, qui est un autre service d'AWS qui permet en gros de parler SQL, donc le même langage que pour interroger une base de données, mais qui va lui aller chercher dans des fichiers stockés sur le data lake. Donc ça permet déjà une transition avec certains outils, et surtout ça permet un usage pour des populations type BI, des business analysts, qui ont l'habitude généralement de requêter les données avec ce langage SQL, en fait de parler à votre stockage d'archives sans avoir besoin de charger ces données quelque part, d'avoir des bases de données qui doivent scaler avec ça. On parle de systèmes qui peuvent interroger des centaines de téras de logs sans problème. C'est vraiment fait pour. Donc ça permet via ce service-là de poser toutes les questions que vous n'aviez pas prévues en fait. Il n'y a pas de description des données à faire avant. Vous pouvez avoir des équipes qui sont sur des requêtes ad hoc, qui vraiment se disent tiens, on a un nouveau besoin business, on se pose des questions, il faut que je refasse une analyse sur mes 5 ans d'historique business. C'est possible, ça va marcher. Et par contre, ça sert de base en fait pour alimenter des services type Redshift, qui est une base analytique. Donc en gros, c'est un peu comme une base de données, mais elle est optimisée pour des requêtes vraiment de statistiques. Donc on ne va pas trop décrire dedans des schémas compliqués avec des relations et des contraintes. On va juste lui faire charger plein de lignes et il va être en capacité en fait, de nous sortir des stats sur certaines des colonnes. Et nous, on va mettre là-dedans tout ce qu'on sait qu'on utilise déjà. En gros, tout ce qu'on veut calculer pour le service en lui-même. Ça peut être assez varié, ça peut être pour du reporting, évidemment, pour tout ce qui est analytics, et ça peut être pour tout ce qui est job de machine learning. Donc ça devient les features, donc vraiment les variables qu'on va rentrer dans nos modèles de machine learning. Voilà. Donc effectivement, vraiment, l'avantage de cette architecture, c'est que
Imaginons par exemple que vous vouliez joindre des données qui seraient par exemple sur Salesforce avec des données qui seraient sur la base. Si on n'avait pas cette architecture-là, on devrait finalement insérer les données Salesforce dans la base source, ou alors mettre les données de la base source dans Salesforce. Ça sera assez, on va dire, problématique. Et aussi, le fait d'avoir toutes ces données centralisées au même endroit permet justement ce croisement facile. Et aussi, le fait de ne pas avoir à charger ces données-là, ça va éviter de surcharger les systèmes, que ce soit en écriture comme en lecture par la suite. Et donc, du coup, vraiment de permettre à ces systèmes, finalement, de rester sur leur usage et pas d'être pénalisés par cet aspect analytics. Voilà. Qui pourrait, si on ne mettait pas ça en place, être pénalisé justement en devant, comme seule réponse, de devoir scaler juste pour répondre à ces demandes. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la partie machine learning. Et je vois qu'il y a un nouveau logo qui est Amazon SageMaker. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, ben, on a parlé un petit peu de comment valoriser justement les données. Donc tout ce qui est reporting, c'est important. Tout ce qui est accès vraiment rapide à l'analytics, je pense que maintenant voilà, tout le monde veut l'avoir. Ce qui est important aussi, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en machine learning sur toutes ces données. Dans ce schéma-là, donc vous voyez SageMaker, qui est c'est pas un service, en fait, c'est une collection de services chez Amazon. Je sais pas comment vous les décrivez, mais bon, voilà, il y a plein de services dans ce portefeuille-là. Et concrètement, l'usage, c'est d'unifier, d'homogénéiser en tout cas la façon de travailler des populations de data science. Parce qu'en gros, quand vous allez commencer à aller chercher des profils comme ça, à embaucher des data scientists, ils vont avoir des attentes en termes d'outillage. Ils travaillent par exemple avec des notebooks où il faut avoir un accès facile à la donnée, qu'elle soit justement sur un data lake ou dans une base de reporting. Il faut pouvoir backtester ces données, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui se passe avec les données historiques sur mon nouveau modèle. Il faut pouvoir rejouer certaines des anciennes données pour voir, tiens, c'est bizarre, j'ai changé mon modèle, comment il se comporte. Et en fait, SageMaker vous permet justement de faciliter un petit peu tout ça. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est justement de fournir un cadre où les data scientists sont autonomes. Ça permet de reproduire un petit peu ce que dans le développement, vous avez le DevOps, où voilà, vous savez que vos développeurs, ils peuvent être autonomes, ils peuvent écrire une application, la pousser en production, savoir comment elle se comporte avec des métriques. Bah là, ça reproduit un peu ce fonctionnement-là. C'est un pipeline, ça permet qu'un data scientist tout seul puisse voilà, accéder aux données, faire une expérience, se dire tiens, est-ce que ces données elles sont intéressantes, et aille jusqu'à vraiment un service de production, donc on appelle d'inférence par exemple, qui sera utilisé pour prédire n'importe quoi. Il y a deux aspects. Nous, on écrit des modèles custom parce qu'on a des data scientists. Il faut savoir que dans SageMaker, il y a des modèles tout faits. Donc, vous pouvez tout seul aujourd'hui instancier ça et utiliser des modèles prédictifs qui ont été entraînés sur voilà, des données publiques, par exemple. C'est assez intéressant pour commencer justement à voir si c'est intéressant de jouer avec ces modèles-là. Et surtout, ça permet de le faire assez tôt, avant d'avoir, comme je disais, des équipes très spécialisées. Et ça force, entre guillemets, une sorte de workflow qui est facilité pour ces populations-là. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, faut pas oublier que la data, finalement, c'est un secteur qui est récent, en fait. Et justement, toutes ces pratiques, justement, un peu DevOps, toutes ces pratiques viennent, en fait, avec des nouveaux métiers qui émergent au fil du temps. Alors, on parle notamment maintenant de MLOps. Alors, c'est un terme qu'est-ce que ça veut dire, en fait, par rapport à ça? C'est concrètement, moi, quand j'étais sur le terrain, je voyais souvent des populations de data scientists qui étaient très compétents pour créer des modèles. Par contre, il y avait une frustration lors de la mise en production de ces derniers. Pourquoi? Parce qu'il fallait coordonner avec d'autres personnes tech qui avaient leurs contraintes. Il y avait aussi des aspects sécurité, des contraintes de l'infrastructure. Et même lorsque le modèle est en production, c'est pas suffisant forcément, parce qu'après, il faudra peut-être que le système scale pour pouvoir faire des inférences pour le modèle et ainsi de suite. Et donc, toutes ces pratiques-là, qui peuvent être pénibles, sont intégrées en fait dans SageMaker, qui permet justement d'avoir un chemin qui évite justement de réinventer la roue et qui permet justement à ces populations d'être efficaces et de pouvoir travailler en toute autonomie et de faciliter une communication avec les équipes IT internes. Donc vraiment, en tout cas, si je peux vous dire quelque chose, il faut vraiment faire attention lorsqu'on a des populations de data scientists à cette marche, à ce palier à franchir de mise en production de modèles, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut se mordre les dents. Et j'ai vu bon nombre de projets de machine learning où on attendait 8 mois, 1 an et demi, mais le modèle n'arrivait jamais en production malheureusement. Donc vraiment ne pas négliger cet aspect-là et commencer sur des plateformes de ce type, ça peut éviter justement cet incident qui pourrait être pénalisant pour votre business.
Alors, on a parlé de quoi collecter, finalement beaucoup de choses, de comment les stocker. Alors, on a parlé justement de data lake notamment. Est-ce que Stéphane, tu pourrais nous dire un peu les use cases qu'il faudrait avoir en tête selon toi? Oui, bah, une fois qu'on a cette infrastructure, donc vraiment de quoi valoriser la donnée, je pense que c'est important de chercher, même early stage, en gros, des use cases qui permettent d'orienter son business assez tôt. Donc je pense qu'il y a plein de choses en fait, qu'on peut faire dès le début. Il y a des choses évidemment sur on va dire le forecast de ses revenus, c'est bête, mais voilà, aujourd'hui ça permet de tirer la ligne quand on commence à avoir une activité, de savoir un petit peu... est-ce qu'on est exposé à des saisonnalités par exemple? Qu'est-ce qui est important? À quelle période justement on a telle ou telle action qui peut marcher? Je sais pas, dans le cadre de campagne marketing par exemple, sur de l'acquisition. Ça permet aussi d'avoir tout un tas on va dire, de facilités, de dashboards, de reporting. Comme je disais, une fois que vous levez des fonds, par exemple, vous allez avoir des investisseurs qui vont vous demander des choses assez précises sur des indicateurs. Souvent, vous n'avez pas forcément les données, alors que là, ça peut être cool de les construire dès le début, justement, en disant voilà, je vais chercher en fait les KPI qui vraiment drive mon business, je vais les suivre et je vais essayer de construire mon produit dessus. Et justement après dans le produit, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment tous les use cases qu'on voit sans le savoir peut-être, mais qui sont présents dans la plupart des produits. Je pense aux moteurs de recommandation par exemple, dans n'importe quel je sais pas, produit e-commerce. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu naturel. Ça vous permet d'upseller des produits, c'est une meilleure expérience pour certains utilisateurs, plutôt que de leur proposer un truc au hasard. Il y a aussi des services qui vous permettent de scaler plus vite sur des choses qui auraient normalement demandé beaucoup de gens. Je pense à tout ce qui est modération de contenu, détection de fraude. Voilà, avant, il fallait... si vous avez, je sais pas moi, un site ou une app qui fait de l'occasion, par exemple, dès qu'il y a de la messagerie, c'est compliqué, il y a des arnaques, il y a comme je disais, de détection de fraude, il faut surveiller ce que disent les gens. Évidemment, vous avez des contraintes légales aussi là-dessus, en tant que plateforme qui permet aux gens de se parler. Voilà. Avant, il fallait beaucoup de gens qui faisaient de la modération. Aujourd'hui, on arrive à détecter une bonne partie des problèmes, pas tous, hein, je pense qu'il faut quand même garder un processus d'escalade, mais ça permet assez facilement d'avoir voilà, un début qui marche tout seul, qui vous permet de vous protéger aussi de certains problèmes. Donc voilà, je pense que ça c'est des choses assez faciles. Dans l'industrie aussi, il y a tout ce qui est détection d'anomalies. Si vous faites de l'IoT par exemple, aujourd'hui c'est marrant le nombre de signaux, le nombre de métriques qu'on peut avoir sur les objets connectés, sur des systèmes industriels. Et en fait, on sait assez facilement faire de la détection de panne ou de la prédiction de durée justement de maintenance. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, je pense. Faut pas oublier justement aussi que ça a tendance vraiment à se démocratiser. Et du coup, voilà, par exemple, un système de messagerie où on laisserait n'importe quel contenu passer, malgré que par exemple qu'on a un très bon produit, finalement par rapport à la concurrence, la barre maintenant, la nouvelle norme est tellement haute que finalement on pourrait être pénalisé par rapport à ses concurrents. Et donc c'est pour ça qu'il est important de se mettre à la page et vraiment de penser dans son cycle produit à un usage en fait de data, avoir cette boucle de feedback et finalement avoir une approche dirigée par quelque chose qui est concret, à savoir une approche data-driven. Je voulais savoir justement, Stéphane, justement, comment tu pourrais décrire l'approche data-driven justement chez JSMAC? Oui, je pense que tout le monde a envie d'être data-driven, hein, tout le monde le dit en tout cas. Nous, on essaie de le faire pour des aspects vraiment de décision business. Donc, je peux donner quelques exemples. Concrètement, des décisions stratégiques, par exemple, qui pourraient être d'ouvrir un pays, ou donc pour nous, qui impliquerait donc d'aller traduire, par exemple, tout le contenu des créateurs ou de les sous-titrer, par exemple. Et voilà, nous, on a des gens qui savent mener des expérimentations là-dessus, qui savent on va dire à grande échelle, entre guillemets, avoir des signaux qui savent nous dire si ça va marcher ou pas dans tel ou tel contenu. Ça c'est important, ça évite de surinvestir dans des choses qui marcheront jamais. Donc ça permet d'augmenter les chances en gros sur là où on investit. On applique ça aussi nous à ce qu'on fait sur les clients, donc les créateurs qu'on aide en fait et à qui on fournit des facilités là-dessus. Et donc par exemple, au lieu de leur donner des recommandations stratégiques, un peu comme je sais pas, une agence qui dira on est sûr que ça va marcher, en fait nous on l'expérimente. Au lieu de générer la vidéo qui a marché, on va en faire plein dans plein de formats différents et on va regarder celle qui performe et qui va nous permettre justement de miser plus sur celle-là. Voilà, donc ça c'est des choses qui existent aujourd'hui.
il y a plein de nouveaux use cases, hein. En fait, il y en a des nouveaux tous les jours. Là, en ce moment, on regarde évidemment beaucoup tout ce qui est les IA de génération de contenu. Je pense que vous avez tous vu ça arriver là maintenant. Nous, on pense que pour la Creator Economy, c'est assez génial. Ça permet de libérer un petit peu l'imagination et la productivité des créateurs. Et donc, on regarde ça et pareil, on le fera de façon un peu itérative en disant voilà, est-ce que générer une vidéo plus longue, par exemple, en rajoutant du contenu qui a été généré par IA, ça marche et ça produit on va dire, de l'audience en plus. Si c'est pas le cas, on laissera tomber et on passera à la chose. En tout cas, ce talk est terminé pour aujourd'hui. Je voulais te remercier Stéphane en tout cas pour être là. Je voulais aussi vous remercier pour votre écoute et je vais laisser après la parole du coup pour une session pour comment construire son SaaS à l'échelle sur AWS. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.